l'expression colonisation, corruption, collaboration. C'est un portrait particulièrement sombre que fait Xavier Moreau de la gauche française à travers un ouvrage intitulé « Le livre noir de la gauche française » aux éditions Stratpol et en vente sur le site de TV Liberté, dans la boutique officielle de TV Liberté sur tvliberté.com. Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Rare de vous voir revenir faire de la politique, politique française. Je reste français. Vous restez français et vous vous intéressez à la gauche française. Et pourquoi s'intéresser à elle à un moment où elle est au bord de l'abîme ? Je pense que justement elle n'est pas au bord de l'abîme. Parce que si on remonte à la définition, ce qui a fondé et structuré la gauche française, aujourd'hui elle est au pouvoir. Elle est au pouvoir en la personne d'Emmanuel Macron et de son équipe. Et surtout elle est au pouvoir dans la domination idéologique qu'elle fait régner sur l'ensemble du débat politique français. Alors, avec la modération qu'on vous connaît, vous affirmez que lorsque l'on regarde les accomplissements de la gauche, on y perçoit sur l'essentiel qu'une succession de crimes et de trahisons. Des crimes, et là vous citez d'ailleurs la date, des crimes depuis 1792. Pour vous, la gauche, elle s'est construite sur la tyrannie révolutionnaire. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut penser comme Chateaubriand, que je cite, qui est le père du conservatisme français, que la révolution, je cite, lorsque la révolution éclata, elle n'a pas détruit la monarchie, elle en a dispersé les ruines. Donc on peut parfaitement estimer que la monarchie était en bout de course et qu'il fallait trouver autre chose, mais ça ne devait pas forcément se terminer par la terreur révolutionnaire. Or, dans la terreur révolutionnaire, il y a deux courants. Il y a un courant girondin et il y a un courant jacobin qui définissent, à mon avis, les deux lignes que vont suivre la gauche française, les différentes nuances de gauche française jusqu'à nos jours. Un courant impérialiste, donc qui va vouloir imposer par les armes à l'extérieur son idéologie, donc c'est la déclaration de Brissot et des Girondins de guerre au roi de Bohême et de Hongrie, qui lance la France dans un cycle révolutionnaire de 20 ans. Et puis plus tard, ce sera la colonisation. Et puis c'est jusqu'à aujourd'hui la guerre contre la Libye, la guerre contre la Syrie. C'est toujours pour apporter la bonne nouvelle gaucho-révolutionnaire. Et à l'intérieur, c'est le courant jacobin, c'est-à-dire la tyrannie. Et la tyrannie, aujourd'hui, on l'a subie de plein fouet. Et si vous lisez les discours de Robespierre, vous ne serez pas surpris de la tyrannie qu'exerce Emmanuel Macron. Vous allez un tout petit peu plus loin en disant qu'au-delà de l'aspect construction lors de la Révolution, il y a aussi une construction qui s'est faite au moment de la réforme protestante. C'est pas être calviniste avec nos amis protestants. Non, mais d'ailleurs, je parle bien de Calvin. Je pense que le luthérianisme est quand même beaucoup plus modéré que le calvinisme. Et le calvinisme a d'ailleurs accouché d'un côté du puritanisme américain. Je sais que vous avez eu mon ami Nicolas Mirkovitch il n'y a pas longtemps sur ce sujet. Et vous avez de l'autre côté la naissance du premier régime totalitaire en Europe, à Genève, où Calvin est choisi par les élites locales pour faire régner un ordre religieux avec un contrôle de la vie des gens, non seulement public, mais dans les familles, et où l'adultère est puni de mort, et surtout où toute contestation politique est punie par le bûcher, y compris quand on est protestant. Luther fait brûler un protestant parce qu'il n'est pas d'accord. Calvin fait brûler un protestant qui n'est pas d'accord avec lui. Et il y a aussi un autre aspect, parce que je cherchais d'où venait ce sentiment d'élection de la gauche aujourd'hui, qui fait que justement elle peut accomplir cette galerie de forfaits, comme dirait Yannick Jaffray qui m'a fait la préface, sans n'en avoir aucun remords, sans jamais demander pardon, et pour finir en accusant en gros la classe moyenne blanche française d'être responsable de tous ces crimes depuis 230 ans, les crimes qu'elle a elle-même commis. Yannick Jaffray, on en parlait à l'instant, va évoquer sa préface, parce que si on remonte à l'apparition de la gauche française, il est nécessaire aussi de savoir ce qu'elle englobe réellement, notamment aujourd'hui, au moment où nous parlons, en 2022. Et Yannick Jaffray, dans sa préface, parle de mouvement sinistre-gire en France, c'est-à-dire un glissement de l'ensemble de la vie politique française, toujours plus à gauche. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est vraiment le cas, et je dirais que la première fois qu'on en parle, qu'un politologue en parle, c'est en 1932. C'est un certain Thibaudet qui écrit un livre sur les idées politiques en France et qui appelle ça le sinistrisme. Donc du latin sinister, la gauche, et qui explique ce qu'on a pu constater, c'est-à-dire qu'en 1877, Gambetta et Ferry sont d'extrême gauche. 15 ans après, ils sont à gauche, et 30 ans après, ceux qui représentent leurs idées sont au centre-gauche, et aujourd'hui, ils sont au centre-droit. Donc il y a un décalage de la vie politique
sur la gauche, parce qu'il y a des courants toujours plus à gauche qui arrivent. Donc vous avez d'abord les radicaux, ensuite les radicaux socialistes, ensuite les SFIO, les socialistes, et ensuite les communistes. Tout ça décale la vie politique française à gauche, et donc finalement, on en arrive à un moment où on dit que Sarkozy est de droite, alors qu'il n'a pas supprimé les 35 heures, qu'il est contre la double peine, qu'il est pour l'avortement et pour le mariage homosexuel. Donc il faut juste m'expliquer en quoi est-ce qu'il peut être de droite. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pars des idées. Et de ces deux courants fondamentaux, puisque d'ailleurs le terme gauche et droite naît avec la Révolution, et encore une fois, à cette gauche, vous avez des Girondins et des Jacobins, et ces deux courants, vous pouvez les suivre, et c'est ce que je fais, en fait, je les poursuis tout au long de l'histoire quand la gauche est au pouvoir. Professeur Guillaume Bernard, qui est venu souvent à votre place, lui a décrit, a théorisé un mouvement d'extrogir, c'est-à-dire du glissement politique de la vie politique vers la droite, dit-il. Est-ce que c'est donc totalement en contradiction avec votre propos? Non, parce qu'il a raison, Guillaume Bernard. La France est de plus en plus à droite. Le problème, c'est que les élites ne suivent pas. Quand elles suivent, c'est dans le discours. On a eu la polémique du Karcher qui est reprise par la candidate des LR. Donc Karcher qui a été proclamé par Nicolas Sarkozy, qu'il n'a jamais mis en place. Il a lancé un débat sur l'identité. En fait, on attend toujours les conclusions. Donc c'est systématiquement utilisé parce que bien sûr, il faut arriver au pouvoir et que effectivement la France... La population française connaît un mouvement d'extrogir, mais les élites, elles, sont toujours à gauche. Et vous regardez aujourd'hui dans le spectre politique, le Front National, quand j'entends le Front National qualifié d'extrême droite, ça me fait doucement rire. En quoi est-il de droite? Quand vous faites ce livre noir de la gauche française, est-ce que vous créditez néanmoins cette gauche d'aspect positif? Par exemple, Alain Soral a toujours dit la droite des valeurs et la gauche du travail. La gauche du travail, la gauche de la justice sociale. Est-ce que ça, c'est une vue de l'esprit? Moi je parle de la gauche française. Donc il y a peut-être une idée de gauche universelle ou qui s'occuperait du social plutôt que d'essayer, de diriger en respectant totalement les lois de l'économie de marché. Mais en France, ça n'existe pas. La gauche française, elle est fondamentalement bourgeoise et antisociale. Et c'est aussi ce que je démontre, c'est-à-dire que notamment j'ai un chapitre dans la gauche française et la répression, c'est que la gauche française a toujours réprimé le peuple. Elle lui interdit à la Révolution de s'associer. Elle combat les révoltes ouvrières parfaitement justifiées, et d'ailleurs que soutiennent les catholiques sociaux à la fin du XIXe siècle. Et surtout, elle a cette capacité, cette gauche bourgeoise, d'absorber les mouvements les plus radicaux. Et par exemple, ce que j'explique, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, Clémenceau, donc qui est un radical socialiste, soutient les grévistes. Mais aussitôt qu'il devient président du Conseil et ministre de l'Intérieur, il envoie la troupe pour tirer sur les grévistes. C'est lui qui réprime la grève des vignerons, par exemple, en 1907. Donc non, la seule chose de bien qu'a apporté la gauche, et encore, c'est le système éducatif, à partir de la Troisième République. Mais comme je le décris aussi, elle a commencé par faire fermer des écoles. Parce que pour elle, l'école, et ça depuis le début, depuis Robespierre, l'école est un moyen de bourrer le crâne des enfants. Voilà. Et aujourd'hui, et de régénérer, parce que ce terme de régénération revient sans arrêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la gauche prône le genre, etc. Parce que la régénération, eh bien, avant, il fallait en faire un bon républicain. Et maintenant, eh bien, le modèle humain de demain, c'est le transgenre, le vacciné forcé, etc., etc. Donc, c'est de cet aspect... Mais cela dit, il est vrai que malgré ses limites, le système éducatif mis en place par la Troisième République a été efficace et il a été copié, notamment en Union soviétique, dans beaucoup de pays. Mais donc le seul bilan positif de la gauche est détruit par la gauche contemporaine. Depuis les années 50-60, on a suivi ça à l'époque. Depuis la Troisième République, le système éducatif promeut auprès des élèves des grandes figures de l'histoire de France. Et vous n'hésitez pas à déboulonner une statue qui a été pourtant créée, montée pièce par la gauche française, c'est Voltaire. Bien que considéré comme le père de la tolérance, Voltaire fut raciste, antisémite, misogyne, trafiquant d'esclaves, etc. Vous allez me dire que Voltaire n'a jamais dit « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire ». Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est pas dans mon bouquin, mais j'ai trouvé qui a inventé cette citation. C'est une de ses biographes anglaises en 1906. Donc il n'a jamais dit ça, et surtout il n'a jamais montré aucune tolérance vis-à-vis des opinions politiques adverses. Donc Voltaire est un mythe, et je pense qu'il incarne parfaitement la gauche, notamment cet esprit d'élection, cet esprit de supériorité, ce mépris au peuple, qui est quand même dans la gauche française, qui est fondamentalement bourgeoise, justement fondamentale à cette gauche. Et on a, tout cela, et je le cite, je ne fais que le citer. Et surtout, c'est quelqu'un
Par exemple, le crime suprême aujourd'hui, c'est le racisme et l'antisémitisme, on est bien d'accord, et depuis François Mitterrand. Mais je veux dire qu'il n'était pas antisémite, il était antichrétien et s'en prenait aux Juifs pour dénoncer les chrétiens. C'est pas ça la version officielle. Oui, alors ça c'est ce qu'ont donné, ces hagiographes. Mais malheureusement, non. Enfin, quand on lit d'ailleurs les citations antisémites qu'il prononce, il est fondamentalement antisémite. Et d'ailleurs, il les accuse de choses comme par exemple d'être avare, de ne penser qu'à eux, de n'avoir jamais rien produit de productif. Mais si vous voulez, et puis surtout sur le racisme, il est très fort aussi. Quand je pense qu'on a mis cette pauvre Joséphine Baker, on l'a enterrée virtuellement à côté de quelqu'un qui a dit les blancs sont aussi éloignés des noirs que les noirs des singes et les singes des huîtres. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes ces figures de la gauche française... Pas une citation apocryphe, là, cette fois-ci. Non, c'est les écrits. Je cite d'ailleurs j'ai plus de 150 notes de bas de page, donc tout ce que je dis est sourcé. Et ce que je veux dire, c'est que avec ce mouvement de l'effacement de la culture, avec ce mouvement le wokisme, on entend parler de déboulonner les statuts de Colbert. Mais le problème, c'est pas Colbert, c'est pas le Code noir qui d'ailleurs en soi est un progrès dans le contexte de l'époque. Le problème, c'est Voltaire qui est fondamentalement et qui fait des déclarations racistes. Le problème, c'est Jules Ferry qui explique pour justifier la colonisation qu'il y a un droit et un devoir des races supérieures, c'est-à-dire vous et moi, vis-à-vis des races inférieures, c'est-à-dire les Africains et également les Tonkinois. Donc voilà, moi je veux bien... Moi, je suis contre le fait de déboulonner les statuts, même si un jour les nationalistes arrivent au pouvoir, on ne va pas débaptiser le boulevard Danton, vous voyez. Mais eux qui veulent déboulonner les statuts de nos grands fondateurs, comme Colbert, qui est le père de la flotte française, qui est un des plus grands ministres que la France n'ait jamais eu, il faudrait qu'ils commencent déjà par regarder ceux qu'ils vénèrent, parce que c'est de la vénération. Vis-à-vis de Ferry, vis-à-vis de Voltaire, c'est une vénération. Une des premières choses que fait François Hollande lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est d'aller rendre hommage à Jules Ferry. Et d'ailleurs, il est critiqué, y compris sur sa gauche, par ce qui va donner le wokisme français, d'aller vénérer l'homme qui estimait que les Français étaient une race supérieure. D'autres chapitres posent problème, ou tout au moins sont à lire avec attention, celui de la gauche française et des femmes. Vous affirmez simplement que le féminisme est de gauche, mais l'évocation de cette simple phrase au groupe et à l'association Némésis va susciter une récusation et l'opprobre. Écoutez, ça, il faut voir qui s'oppose. Moi, j'oppose le féminisme et les droits civiques. La droite française, la droite conservatrice, qui est incarnée dans l'entre-deux-guerres essentiellement par le Parti social français, qui est le plus grand parti de France, un grand parti populaire, a mis le droit de vote dans son programme. L'Action française est aussi favorable aux droits civiques pour les femmes. Ceux qui s'y opposent, c'est le Parti radical. Et c'est le Sénat qui s'y oppose, qui est tenu par le Parti radical, parce qu'ils estiment que si on donne le droit de vote aux femmes, elles voteront comme leur curé. De la même manière qu'ils limitent le droit d'association pour les ouvriers, parce qu'ils considèrent que cette classe est immature et qu'elle n'a pas le droit de voter, qu'elle ne sait pas ce qui est bon pour elle, que eux savent. Et c'est la même chose pour les femmes. Et d'ailleurs, il y a un sénateur socialiste radical socialiste, je crois que je cite, qui dit les mains des femmes sont faites pour être embrassées, non pas pour obtenir le bulletin de vote. Et jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire au sein du Conseil national de la résistance, parce qu'en 1942, le général de Gaulle publie un texte qui est publié dans la presse résistante où il dit « Le Parlement français à la Libération sera choisi par les hommes et les femmes en âge de voter ». Les derniers qui s'opposent à ça, c'est les radicaux, c'est le représentant du Parti radical au sein du Conseil national de la résistance. Mais le général de Gaulle peut compter sur les communistes pour le soutenir dans cette perspective. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que pour les conservateurs, libérer la femme, c'est lui donner des droits civiques. Pour la gauche, c'est la faire avorter. C'est ça la différence fondamentale que je fais entre ces deux mouvements. Et effectivement, l'avortement est féminisme. D'ailleurs, mais Alexandra Kollontai, qui est une bolchevique père du féminisme, elle est pour la destruction de la famille, pour l'avortement, pour tout ça. Et ça, effectivement, ils sont... Je saute d'une thématique à l'histoire. Il y a aussi un chapitre qui est consacré à l'attitude de la gauche, peut-être pas toute la gauche, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous associez assez rapidement Mitterrand, dont on vient de fêter l'anniversaire de la mort, en présence d'Anne Hidalgo devant sa tombe. Et vous associez pourtant ce Mitterrand-là, celui vénéré par Hidalgo, à l'aval d'Ea Doriot. Sérieusement. Alors, il n'a pas le même niveau de responsabilité parce qu'il n'est pas grand-chose c'est un fonctionnaire de Vichy, mais il n'est pas grand-chose. Mais ce que j'explique aussi,
Parce que ces hagiographes, notamment Pierre Péan, expliquent que oui, petit à petit, ils rentrent dans la résistance. Oui, ils rentrent dans la résistance au fur et à mesure que l'armée allemande se prend des déculottés sur le front de l'Est. Donc après l'échec devant Moscou, à l'hiver 41, il commence à regarder un petit peu ce qui se fait de la résistance. Après Stalingrad, il est un peu plus proche. Et puis après Koursk, encore un peu plus proche. Donc en fait, son engagement dans la résistance est un engagement purement opportuniste. Je pense qu'il n'aime pas la France, je pense qu'il n'a jamais aimé les Français, et que surtout ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'en soient sortis. Parce que c'est aussi ça un thème que j'ai, c'est qu'ils s'en sortent toujours. Le seul qui paye, c'est Laval. Mais parce que je pense qu'il doit être immolé par la gauche pour faire oublier l'impréparation de la France à la Deuxième Guerre mondiale, la collaboration et toutes ces choses-là. Qui vient de la gauche aussi. Voilà. Oui, Laval, qui était un plus jeune député socialiste, qui écrit à l'époque qu'il vénère autant le drapeau rouge que le drapeau bleu-blanc-rouge. Donc on est dans de la gauche dure. Et tous les principaux collaborateurs, c'est-à-dire tous les ministres du maréchal Pétain, sont de gauche. Dreyfusard. Et de gauche. Et ces victimes qu'on nous a données à immoler pour culpabiliser les Français, c'est-à-dire des gens de moins d'importance, mais comme Bousquet ou Papon, quand on regarde leur biographie, moi je montre leur biographie, hein, c'est aussi simple. Et bien en fait, ce sont des gens de gauche. Bousquet fait sa carrière sous le Front populaire parce qu'il est de gauche. Papon est comment dirais-je, engagé, radical socialiste. Et le problème, c'est que ces gens-là, même quand ils passent devant les tribunaux, parce que Bousquet a organisé la rave du Veldiv, etc., finalement, la faute est rejetée sur le Français de base, qui déjà, de toute manière, n'est pas responsable des crimes, si tant est qu'il y en ait eu, de ses grands-parents, mais c'est à la gauche de demander pardon, et pas aux déportés, mais aux Français, de l'avoir humilié de cette manière. Si les petits-fils de déportés veulent demander des comptes, c'est pas aux Français qu'il faut demander, c'est au Parti socialiste, à La République en marche, à Jean-Luc Mélenchon, c'est eux qui ont collaboré. C'est dit. On parlait à l'instant de François Mitterrand. Les années Mitterrand furent caractérisées par une explosion de la corruption. Et vous écrivez, là aussi, la gauche et la corruption, de Danton à Macron. Dangereux raccourci, là, non? Écoutez, en fait, j'avais l'intention depuis le début de faire un chapitre sur la corruption, mais je ne pensais pas remonter aussitôt. Mais grâce à Philippe Conrad, qui a fait une émission sur un livre très intéressant qui s'appelle La corruption au moment de la... Je me souviens plus exactement du titre. La référence est dans mon bouquin. Et où justement la personne explique que dès le début, c'est-à-dire tout de suite, au moment de la Révolution, la gauche a commencé à prendre des pots de vin. Et le premier d'entre eux, c'est Danton, qui touche de l'argent de la monarchie, des Anglais, des Espagnols et de ceux qui veulent sauver leur tête sous la Révolution. Mirabeau, le premier panthéonisé, c'est pas Voltaire. Voltaire est le deuxième. Mais Mirabeau est dépanthéonisé en 1794 parce qu'on découvre qu'il a touché des pots de vin. Et ça inaugure une tradition de la gauche française qui, dès qu'elle est au pouvoir, s'en met plein les poches. Et après, c'est tous les scandales de la Troisième République que nous connaissons bien, les panamistes, l'affaire Stavisky. Et puis plus près de nous, le carrefour du développement, comment dirais-je, tous les scandales de l'époque de Mitterrand et cette loi d'amnistie qu'ils prennent au moment de l'affaire Urbain-Draco pour s'innocenter tous. Et ils s'en sortent tous. Yannick Jaffray, qui m'a beaucoup aidé dans la relecture, me dit « Mais tu dis tout le temps, et une fois de plus, il s'en sort. » Je dis « Mais parce qu'ils s'en sortent tous. » Laval est un cas totalement à part de toute l'histoire de la gauche. Et vous regardez d'ailleurs aujourd'hui ceux qui ont des histoires de corruption, qui leur pèsent dessus avec Anticor qui les poursuit, comme le ministre de la Justice Dupond-Moretti, comme Richard Ferrand, le président du Parlement. Tous ces gens-là ils trouvent ça parfaitement normal parce que, et je vous renvoie à l'élection de cette gauche, ils sont élus, ils sont d'une autre essence que nous, et ils ont le droit de voler, ils ont le droit de piller. Vous évoquez aussi un dossier alors beaucoup plus douloureux et abject, c'est celui de la pédophilie. Vous citez Daniel Cohn-Bendit en 82. Vous savez qu'une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. La pédophilie du marquis de Sade à Olivier Duhamel, ce sont des prédateurs. Tous les pédophiles prédateurs ne sont pas de gauche, c'est clair. Oui, mais la gauche a comme particularité d'avoir voulu légitimer et légaliser la pédophilie et de considérer la transgression sexuelle comme un acte politique. Et le père de tous ces gens-là, c'est le marquis de Sade. Le marquis de Sade écrit La philosophie dans le boudoir et entre deux séances de torture, il apostrophe les Français en leur disant « Français, encore un effort si vous voulez être républicain ». Et il est membre de la section des Piques, dont il est président, dont il est un moment président,
comme Robespierre. Et bien sûr, il milite contre le christianisme, puisque c'est ça le fil conducteur de la gauche jusqu'à nos jours, c'est quand même ça. C'est la lutte contre la France telle qu'elle fut créée. Et donc, en fait, la spécificité de la gauche, effectivement, c'est d'avoir à un moment, et je pense qu'elle a toujours ça derrière la tête, voulu légitimer. Et c'est pas un hasard si la fameuse pétition de 1977 signée par Bernard Kouchner, par Philippe Solers, par Jacques Lang, est signée et publiée dans Le Monde et dans Libération. Et ce sont les mêmes qui la signent, les mêmes qui réhabilitent le marquis de Sade, justement, dans les années 60, en expliquant que c'est génial. Michel Onfray, d'ailleurs, a fait un très bon bouquin incendiaire sur le marquis de Sade, si on veut compléter le meurtre. La corruption, la trahison, la transgression sexuelle, on la voit, sont apparus dès la naissance de la gauche. Ils ne sont pas des excès dus aux circonstances, dites-vous, mais ils sont la gauche française même. Est-ce que ceci explique, petit à petit, bout à bout, le désamour de la gauche aujourd'hui dans le peuple français, si on en croit les sondages? Je pense que, après, il faudra écrire peut-être un jour, peut-être que je m'en chargerai d'ici quelques temps, le livre noir de la droite française, mais je pense que si l'opposition conservatrice avait pu s'organiser, la gauche aurait été dégagée du champ politique depuis longtemps. Et on aurait eu un mouvement inverse, au niveau des élites et non pas du peuple, d'extrogiens. Le problème, c'est que pour différentes raisons, d'une part, la droite a été obsédée pendant longtemps par la monarchie, c'est-à-dire le programme, c'était la restauration de la monarchie, ce qui, en plus, après la Première Guerre mondiale, où, malgré tout, les institutions de la Troisième République, puisqu'il n'y a eu aucune loi d'exception, contrairement au Covid, pendant toute la Première Guerre mondiale, il n'y a eu aucune loi d'exception, tout a fonctionné normalement, eh bien, a validé les institutions de la Troisième République. Donc il fallait passer à autre chose. Et c'est ce que fait d'ailleurs le colonel de La Rocque, qui crée en 1936 le Parti social français, 1 200 000 adhérents au minimum, d'après les historiens. Certains parlent de 2 millions, vous imaginez, dans une France de 35 millions d'habitants. Il est certain de prendre le pouvoir au printemps 1940 dans les législatives qui doivent arriver. Hitler, l'invasion allemande, sauve la gauche française d'un désastre électoral qui peut-être aurait définitivement liquidé la gauche telle qu'on la connaît aujourd'hui. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc, comment dirais-je, la faute est, à mon avis, essentiellement pèse sur la droite française, qui n'a jamais été la droite conservatrice, la vraie, pas celle qui est topographiquement à droite, mais celle qui défend des idées de droite, qui n'a jamais su s'incarner dans un parti populaire, à la fois qui fonde son combat sur justement la question sociale. C'est ça la vraie droite française, c'est les catholiques sociaux qui, eux, n'arrivent aussi pas à s'organiser au milieu du 19e siècle. Celui qui réussit à faire un grand parti populaire qui doit prendre le pouvoir, c'est le colonel de La Rocque. Et à mon avis, s'il y a quelqu'un dont il faut suivre l'exemple, c'est le colonel de La Rocque. Social d'abord. Il s'opposait à l'action française, lui, politique d'abord, il opposait le social d'abord. La droite française, elle doit être sociale. Et anti-marxiste, bien sûr, s'opposant à la lutte des classes. Désamour de la gauche. À contrario, on pourrait dire aussi que la gauche française, elle est toujours bien présente. Les communistes, Mélenchon et Roussel, font entre 10 et 15% dans les sondages. La gauche est omniprésente dans les médias, dans la culture, dans l'enseignement, les universités, beaucoup d'autres lieux. La gauche française possède encore les moyens techniques, idéologiques de maintenir son emprise sur notre pays. C'est une réalité, ça aussi. Oui, c'est une réalité. En plus, aujourd'hui, elle a des moyens, vous venez de le dire, techniques, technologiques, comme le QR code policier, qui aurait fait rêver Robespierre ou n'importe quel grand dictateur. Vous imaginez, si Staline avait eu le QR code, mais il y en aurait eu partout. Donc, effectivement, aujourd'hui, la gauche, par sa domination, une domination qu'elle a accumulée grâce aux événements historiques, grâce aussi, encore une fois, au manque de compétences de la droite et aux circonstances historiques, la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la gauche tient le pays. Et pour cela, c'est aussi pour ça que j'ai fait un peu ça, c'est un peu un manuel pour militants. Puisque tous les thèmes sur lesquels la gauche essaie d'attaquer la droite, on l'a vu une fois de plus sur le maréchal Pétain, en fait on peut répondre pied à pied, travailler, ne pas être paresseux en essayant justement de faire un peu le contraire de ce qui s'est passé dans certains partis d'extrême droite, c'est-à-dire ok, d'accord, on prend vos valeurs et on va être encore plus à gauche que vous pour vous montrer que c'est vous qui avez tort. Non, il faut défendre pied à pied l'héritage historique et surtout mettre la gauche face à ses responsabilités. Quand vous voyez un jeune homme de gauche sincère, ça existe. Ça existe. Oui. Les prix de justice. Vous lui dites quoi? Vous lui dites tu représentes le meurtre, la corruption, la trahison, la transgression sexuelle. Est-ce que c'est suffisant? Non. S'il est honnête, je lui dis qu'il n'est pas à gauche, il est nationaliste.
Si jamais il a le souci social de protéger les plus faibles d'entre nous, les travailleurs, les producteurs, c'est pas un mec de gauche, c'est de gauche française. Oui, c'est peut-être la gauche anglaise, le Labor, mais en France, la gauche a toujours été bourgeoise et antisociale. Donc le problème, c'est que, effectivement, c'est une victime de la propagande qu'on trouve dans les écoles, c'est une victime de la propagande qu'on trouve dans les médias. La gauche française est bourgeoise, structurellement, fondamentalement. Elle n'a jamais eu le souci du peuple français. Ceux qui ont, comme Clémenceau, comme Valdec-Rousseau, ont prétendu défendre les idées de gauche, une fois au pouvoir, c'était les premiers à faire tirer sur les grévistes. Le seul véritable parti social populaire, ça a été le Parti social français du colonel Delarocque, qui était nationaliste et conservateur d'inspiration chrétienne. Voilà. Bon, vous aurez bien compris que les seuls boulets qui sont rouges envoyés par Xavier Moreau le sont contre la gauche française à travers ce livre noir de la gauche française, une nouvelle fois disponible dans la boutique officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com. Merci Xavier Moreau, à très bientôt. Merci à vous. À bientôt.